Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'un article qui va mettre en œuvre une méthode ou qui va ressortir des résultats probants suite à des hypothèses qui ont été émises pour cet article, mais là on va faire un peu une revue de synthèse, un article d'une revue de synthèse justement sur la neuropsychologie et les technologies numériques, parce que c'est quelque chose qui commence à sortir de plus en plus et à émerger et qu'on entend un peu à droite à gauche. On entend parler de plus en plus de neuropsychologie 3.0 et donc je me suis dit c'est peut-être aussi l'occasion ou jamais de faire un peu le point là-dessus justement pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de contenu et avoir aussi la vision globale de ce genre de nouvelles pratiques qui se met en place. Alors, c'est un article de Maxime Jolivet, Jonathan Fortier, Jérémy Besnard, Didier Legal et Philippe Alain, qui sont tous de l'Université d'Angers, en tout cas du laboratoire de psychologie de l'Université d'Angers. Donc c'est une équipe qui est très portée sur les nouvelles technologies et surtout la réalité virtuelle, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent dessus. On a les premiers écrits, en tout cas, de Monsieur Legal et Monsieur Alain sur la réalité virtuelle déjà en 2001. Ils avaient introduit cette possibilité de l'utiliser dans la pratique. Et encore aujourd'hui, ils sont sur ces démarches-là. Donc je m'étais dit que c'était l'occasion ou jamais de vous présenter cette revue de synthèse qui est très très intéressante et qui permet de vraiment de voir beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est de savoir que c'est pas nouveau. On en parle, je vous dis, déjà en 2001, on commençait à en parler, puisqu'effectivement, comme vous pouvez voir sur ce graphique-là, en fait, on va voir apparaître les premières recherches d'évaluation ou de rééducation avec la réalité virtuelle au début des années 97-98. Et ça va augmenter petit à petit jusqu'en 2012, on va avoir un gap un peu plus important dans le nombre de publications sur ce sujet qui vont sortir, au détriment des batteries plutôt informatisées, que ce soit diagnostic ou rééducation. Pas forcément au détriment, mais il va y avoir une diminution du nombre de publications sur les batteries justement informatisées au profit de ceux de la réalité virtuelle. Ce que ça veut dire, c'est que ça commence à émerger, on commence déjà à en parler, surtout dans les années 2012, parce que on a des grandes entreprises qui sortent des casques de réalité virtuelle qui commencent à devenir abordables pour le grand public, donc on se dit c'est peut-être aussi l'occasion de le mettre pour la pratique, tout simplement. Alors, pourquoi on en parle aussi, c'est parce que déjà début 2011, on commence à avoir des auteurs qui sortent des ouvrages et des articles sur justement les faiblesses de la neuropsychologie dite moderne, celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise depuis 80 ans à peu près. Alors 40 ans déjà de la Société de neuropsychologie de langue française, 80 ans qu'on a introduit le terme de neuropsychologie et qu'on a essayé de mettre en place des pratiques. Alors même si sur le contenu, on a beaucoup évolué parce la science nous a permis de découvrir énormément de choses sur le fonctionnement du cerveau, mais en tout cas au niveau des pratiques, ça a très peu évolué. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'essayer d'améliorer nos prises en charge et notre approche. Alors, il y a différents auteurs justement qui demandent, comme Persson et Kane, qui demandent justement à ce qu'on s'appuie davantage sur les technologies du numérique. Voilà, ce sont des auteurs qui ont reconnu bien évidemment qu'il y avait des progrès spectaculaires ces dernières décennies au niveau des technologies du numérique, et donc c'était un peu l'occasion. Et encore une fois, Persson, lui, il va déclarer que tout simplement, la technologie ne progresse pas au même rythme que dans les autres domaines des neurosciences cliniques. Sous-entendu, on est un peu en retard. La technologie progresse très vite, mais nous, en neurosciences, on progresse très lentement. On va vraiment un peu... on laisse un peu la technologie bien évoluer avant d'essayer de s'y intéresser. Alors, avec l'autre auteur, donc Kane et Persson, eux, ils vont dire qu'en fait, la neuropsychologie en tant que domaine, en fait, elle a été lente à adopter et à exploiter le potentiel offert par la technologie pour rendre les processus d'évaluation plus efficaces ou pour développer des nouvelles approches qui améliorent l'évaluation de la cognition. Alors, ça sous-entend simplement qu'on est resté au même stade depuis très longtemps et qu'on n'a pas cherché à améliorer vraiment cette pratique. Et du coup, c'est ce qui est un peu dommageable, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que on a du retard. On a beaucoup de retard par rapport aux États-Unis ou les pays anglo-saxons qui sont déjà un peu plus là-dessus. Voilà, on peut parfois estimer qu'on pourrait avoir
quelques 10 ans de retard par rapport à ça. Si on prend par exemple en comparaison les TCC et les thérapies d'exposition par réalité virtuelle, on a 20 ans de retard en neuropsychologie par rapport à ce domaine de la psychologie. Alors, comme on va parler de neuropsychologie 3.0, donc celle que je vais vous expliciter juste après, ça sous-entend qu'il y a eu ou qu'il y a une neuropsychologie 1.0 et donc une 2.0. Alors, très simplement, la 1.0, c'est vraiment la neuropsychologie un peu historique, papier-crayon. Voilà, très simplement, c'est le papier-crayon, c'est le 1.0. Mais avec un besoin quand même aujourd'hui, avec de plus en plus de notions de validité écologique. Pour ça, il faut deux choses, la vérisimilitude, qui donc renvoie au caractère naturel du test, à l'exercice proposé et à sa capacité à simuler les contraintes d'une tâche de la vie réelle. Et d'un autre côté, la veridicality, qui pose la question de savoir si la performance à un test ou à un exercice est prédictive du fonctionnement du quotidien. Ça, ce sont les deux choses importantes pour pouvoir dire notre test est écologique. Alors, Parson, lui, il fait pas dans la demi-mesure, il va dire clairement que l'industrie des tests standardisés n'a apporté que des modifications cosmétiques à des outils déjà utilisés au siècle dernier, portant essentiellement sur les propriétés psychométriques de ces outils. C'est-à-dire, en gros, on a mis de la couleur, on a mis des images plus récentes, plus modernes. Si on prend par exemple les tests de dénomination, on a encore des objets qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les téléphones à cadran parfois. Qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'on ne voit plus trop de nos jours? C'est en noir et blanc, c'est pas... Voilà, alors après peut-être que c'est fait exprès, mais en tout cas il y a des objets dont on ne voit plus, et du coup qui n'existent plus, donc voilà, peut-être qu'on est vraiment en retard et qu'il faudrait vraiment essayer de moderniser un peu ça, et en tout cas ces outils. Alors il parle aussi qu'ils ont amélioré les propriétés psychométriques, effectivement ils ont ajouté des sous-tests, ils ont mis à jour les normes, mais en tout cas il estime que c'est pas suffisant. Alors Sternberg, lui, il va faire un parallèle beaucoup plus simple et radical. Il considère que les neuropsychologues travaillent avec des outils datant de l'invention de la télé en noir et blanc. Voilà, ça c'est posé. Il va pas nuancer, il va dire voilà, nos outils sont obsolètes, très clairement, ou en tout cas, sont pas modernes. Télé en noir et blanc, après on est passé sur des télé couleurs, des télé à écran plat, aujourd'hui on est sur du 4K, Full HD, etc. Pour dire à quel point on est bien en retard dans notre pratique. Alors du coup, on s'est dit, si on est un peu en retard, on va quand même essayer de rattraper ce retard et mettre en place une nouvelle neuropsychologie, donc la 2.0. Alors c'est une tentative de réponse qui est quand même assez intéressante, parce qu'à partir des années 70, on va commencer à dire, effectivement, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans notre pratique pour affiner nos résultats et pouvoir mesurer plus efficacement les performances des patients. Donc on va utiliser le numérique et on va voir apparaître de plus en plus de tests qui vont être numérisés ou en tout cas sur des versions informatisées. Surtout tout ce qui est test attentionnel, puisque bien évidemment, comme on va mesurer au niveau de la milliseconde, on va avoir besoin d'une machine capable de mesurer dans la milliseconde. Pour ça, l'ordinateur, ça va être parfait. Après, au début des années 2000, on va voir apparaître beaucoup de tests qui vont se faire sur tablette. Alors, ça va vraiment permettre beaucoup de choses, parce que déjà, on va pouvoir mettre beaucoup de tests à un seul et même endroit, on va pouvoir recombiner les résultats de différents tests pour pouvoir obtenir des scores plus précis. Donc ça va être extrêmement intéressant, puisque du coup, le neuropsychologue va pouvoir s'affranchir parfois de calculs qui peuvent être un peu fastidieux. Et donc vraiment pouvoir se concentrer sur la passation du test à ce moment-là. Plus pour les patients, parfois ça peut être assez intéressant et ludique. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être assez intéressantes, que ce soit pour le diagnostic et la rééducation. Alors après, dans l'article, ils vont parler d'un exemple en revalidation qui est CogMed, qui est donc des exercices informatisés pour la rééducation de la mémoire de travail. Et donc on peut faire plein de choses, c'est assez dynamique, c'est assez intéressant à faire, ou en tout cas à regarder. Et donc après, ils ont mesuré les notions de transfert, savoir ce que j'entraîne dans cette batterie,
est-ce que ça va se transférer dans le quotidien ou dans d'autres tâches? Alors, sachant que c'est chez l'enfant, donc généralement, c'est plutôt quelque chose qui va essayer de faire, de travailler au niveau des apprentissages scolaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en prenant tous ces éléments-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de transfert à des tâches plus éloignées, comme par exemple la compréhension, la résolution de problèmes, l'arithmétique, etc. Et ça, du coup, c'est un peu dommageable pour ce genre d'outils, parce qu'on se dit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rééduque ce qu'on mesure, ou ce qu'on essaie de mesurer dans les tests. Donc il y a toute cette question de transfert dans le quotidien ou dans d'autres tâches qui va être problématique. Après, la neuropsychologie 2.0, elle a quand même permis d'introduire le numérique dans la pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'un neuropsychologue utilise un ordinateur, des tablettes, etc., c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. On se dit, ok, on fait confiance à l'ordinateur, c'est lui qui va mesurer les choses, très bien. Du coup, ça va être intéressant. Le problème, c'est que tout ce qui est validité écologique, ça ne va pas être amélioré par l'apport des technologies numériques qu'on a mis dans la pratique. J'entends par là qu'il va falloir encore passer un cap pour introduire l'écologique en plus du numérique. Donc être plus précis, plus rapide dans nos testings, mais aussi plus écologique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se tourne de plus en plus vers la neuropsychologie 3.0, parce que les nouvelles technologies actuelles, notamment la réalité virtuelle, permet d'introduire justement toutes ces notions de validité écologique, en plus du contrôle expérimental et de la finesse des tests que l'on peut voir au niveau numérique. Alors, pour Builders, la neuropsychologie 3.0, c'est celle de demain. Voilà, on doit tirer le maximum de ces informations, de cette technologie pour pouvoir porter la neuropsychologie à son potentiel maximum actuel. Qui sait, peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on sera sur d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, si on veut être une neuropsychologie moderne, on doit passer vers du 3.0 et donc utiliser la réalité virtuelle pour ce faire. Donc, voilà, la neuropsychologie, en tout cas avec la réalité virtuelle comme outil, ça gagne en popularité. On voit de plus en plus d'applications sortir, de recherches se faire, comme on a vu au tout début dans ce graphique. Et donc, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui existe, que je peux utiliser? Est-ce que c'est validé? Quelles sont les études qui ont démontré leur efficacité? Est-ce qu'il y a des normes? Toutes ces choses-là, c'est des questions qu'on se pose, parce qu'on se les pose pour des tests papier-crayon, on se les pose pour des tests numériques, digitaux, et il faut aussi qu'on se les pose pour la réalité virtuelle. Bien évidemment, comme c'est quelque chose qui vient d'arriver, il faut laisser encore un peu de temps pour avoir beaucoup d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui ont réussi à démontrer l'efficacité de la réalité virtuelle, en tout cas sur plusieurs choses. Bon, déjà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir des environnements du quotidien très réalistes et contrôlés, des salles de classe, des centres commerciaux, des supermarchés, des villes, des bureaux d'affaires, une librairie, et à partir de là, on va pouvoir travailler sur différentes choses, soit les fonctions exécutives, soit l'inhibition, soit la mémoire épisodique, prospective, tout ce qui est cognition sociale, théorie de l'esprit, etc. Donc on va pouvoir avoir le panel des fonctions cognitives dans différents environnements écologiques et faire des tâches écologiques. C'est là où c'est plus difficile, c'est de concevoir une tâche écologique. Ça sous-entend simplement de ne pas faire une tâche de type papier-crayon qu'on vient simplement mettre dans un casque de réalité virtuelle et d'avoir un bel environnement, mais dans lequel la tâche reste une tâche papier-crayon. Il faut que la tâche, elle soit écologique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, je parlais juste avant qu'il y avait des études qui avaient démontré qu'effectivement, la réalité virtuelle, elle avait un potentiel pour le diagnostic, alors bien évidemment, mais aussi pour la rééducation. Il faut savoir qu'en fait, quand on fait des analyses sur ce genre d'outils, on va les comparer à des tests classiques et à des questionnaires, par exemple, comme dans certaines études, c'était le cas avec l'IADL. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont démontrer que les erreurs dans le monde virtuel sont les meilleurs prédicteurs que des erreurs réelles. Donc si on prend un patient qu'on le voit chez lui ou qu'on le voit dans l'environnement virtuel, ça va sous-entendre que l'environnement virtuel va nous permettre de mieux prédire les erreurs que dans le monde réel.
Et en plus, c'est un meilleur prédicteur des scores à l'IADL. C'est-à-dire qu'on peut, même si l'IADL est un bon prédicteur de tout ce qui est activité de la vie quotidienne, ben en fait, si on faisait ça, mais en réalité virtuelle, on a quelque chose d'encore mieux. Donc, on a des tests qui sont plus sensibles. Alors, cette question de test plus sensible, elle est un petit peu complexe parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se pose un peu la question, c'est de savoir au final, est-ce que c'est plus sensible parce que c'est plus écologique ou est-ce que c'est plus sensible parce qu'on sollicite davantage de ressources mentales? Quand on fait un test papier-crayon, on arrive à faire en sorte que les ressources mentales nécessaires pour y arriver sont assez faibles, assez basses, puisqu'en plus on se concentre que sur une fonction cognitive. Utiliser la réalité virtuelle, ça va demander plusieurs fonctions cognitives, et en plus d'appuyer sur une fonction cognitive spécifique, en se déplaçant dans un environnement dont on n'a pas l'habitude, avec lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer, même si ces choses-là vont un petit peu disparaître avec le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, donc il faut aussi se dire qu'on doit aussi apprendre à se déplacer et à gérer dans l'environnement, et ça peut parfois être un peu complexe. Alors, gros avantage aussi de la réalité virtuelle, c'est qu'en fait, on va pouvoir entraîner autant de fois qu'on veut des situations d'entraînement. On va pouvoir entraîner les patients plusieurs fois par jour, par semaine, à des situations spécifiques, donc ça va être extrêmement intéressant. Donc on peut prédire les troubles fonctionnels, on va pouvoir entraîner et répéter autant de fois qu'on veut des procédures de rééducation, mais surtout, le plus important, c'est qu'elle permet un meilleur transfert des acquis des situations du quotidien et des situations réelles. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire qu'en fait, ce qu'on va faire avec le patient, on va pouvoir faciliter le fait qu'il va les mettre en place chez lui. Parce qu'il va se dire, tiens, là je me souviens, on avait travaillé dans une cuisine, cette cuisine-là, même si c'est pas ma cuisine, ça reste une cuisine. Et donc c'est plus facile aussi pour eux de se dire, tiens, ça va être plus facile pour moi de voir ce que j'ai appris, je l'ai appris dans une situation, je vais pouvoir plus facilement le transférer parce que c'est une situation qui va être plus ou moins généralisée. Alors après, bien évidemment, l'article va reprendre aussi tous les freins qui sont liés à la pratique clinique. Mais alors ça, par contre, je reviendrai dans une autre revue d'article, puisque là, on est en train d'écrire un article avec une collègue et qui va justement reprendre un peu ces questions sur les freins. Et donc, je pense que je le ferai la revue à ce moment-là, mais de manière très très simple. Souvent, c'est une question de prix, forcément. Ça, c'est quelque chose qui est, hélas, toujours c'est un frein pour beaucoup de choses. Parfois, ça peut être aussi le manque de compétences des utilisateurs. C'est-à-dire, je ne me sens pas compétent dans l'usage de cette technologie. Le manque de recul, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de choses, pour pouvoir que vous puissiez vous dire, il y a des choses qui se passent, il y a des articles qui sortent, j'ai confiance en la science, en leurs résultats, je peux y aller. Puis après, tout ce qui est aussi... cybersickness, etc. Là aussi, ça va être un petit peu compliqué, le matériel à utiliser, etc. Donc voilà. Donc c'était une revue qui est assez longue parce que l'article est très intéressant et parle de beaucoup de choses. Donc forcément, je voulais expliciter pas mal de choses, vous présenter pas mal d'informations. Mais en tout cas, c'est vraiment un super article. Il est très accessible, il est en français, voilà, j'essaie toujours de vous faire plaisir par rapport à ça, mais des fois je vais devoir faire en anglais parce que des articles qui sont vraiment extrêmement intéressants en anglais. Donc voilà, c'est un article qui reprend bien les principes de la neuropsychologie 1, 2 et 3.0 et de vous montrer pourquoi il faut aller vers la 3.0, quels sont les avantages de la 3.0, qui ont encore des limites, mais surtout quelles sont les limites de notre pratique actuelle, la 1 et la 2.0, en quoi c'est bien ce qu'on a fait, mais qu'on peut faire encore mieux, et qu'il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer, tout simplement. Voilà. Bonne journée à tous, et puis on se retrouvera pour la prochaine revue.